Les demandes de données sont extrêmement rares et surtout, nous publions une métrique qui est combien de fois nous avons fourni à la justice américaine des données d'entreprise situées en dehors des États-Unis. Tu peux regarder tous les rapports, ce chiffre est toujours égal à 0. Donc aujourd'hui, en réalité, si j'essaie de résumer, le Cloud Act ou justement ces lois extraterritoriales américaines, en fait, elles n'ont pas d'impact sur les clients AWS. La seule chose, c'est n'oubliez pas de chiffrer vos données. Bonjour à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, propulsé par Equiden, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore celle de votre organisation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute. On connaît tous Amazon. On connaît peut-être un peu moins AWS, en tout cas peut-être moins le grand public, parce que pour toute personne sensible à la tech qui se respecte, AWS est une référence, peut-être même la référence du cloud dans le monde. Ça fait plus de 15 ans que ce nom AWS résonne, Amazon Web Services, sorti des États-Unis et proposé par des ingénieurs d'Amazon qui imaginaient pouvoir revendre un jour une infra. Et il faut croire que l'idée était bonne, parce que quelques années plus tard, AWS génère un peu plus de 50 milliards de dollars de revenus et représente un peu moins de 15% des revenus du groupe Amazon. C'était important pour moi de faire un focus sur cette techno parce que, je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais AWS revient dans beaucoup de nos épisodes. C'est presque un fil conducteur, un fil rouge de la plupart des environnements tech qui sont passés à ce micro. Et quand on en a discuté avec Stéphane Hadinger, directeur technique France d'AWS, on s'est dit qu'on avait un bel épisode à faire. Et voilà, on y est. Pour cet épisode, on va essayer de décortiquer la machine AWS en parlant des enjeux du cloud en général, de la multitude des services proposés par cette suite de techno. Et on parlera aussi de l'entreprise AWS en tant que telle et de son approche managériale. Un environnement, vous allez voir, qui est assez unique et qui laisse une grande place à l'innovation. On en parle à la fin de cet épisode. Salut Stéphane, merci de t'arrêter au micro d'Innovation Leaders. Salut Geoffrey, c'est un énorme plaisir pour moi d'être ici. Bon, et tant mieux. On va essayer d'aborder l'ensemble des idées qu'on a eues. On va falloir être efficace et s'il te plaît pas trop technique parce que tu risques de me perdre. Avant de parler d'AWS et tous ces sujets tech, une question sur toi. C'est pas toujours simple de parler de soi, mais j'aimerais bien que tu me dises un peu qui tu es, ton parcours. Avant AWS, toi t'étais dans le cloud déjà chez Orange. J'ai l'impression que le cloud a été aussi, en l'occurrence, un fil rouge dans ta carrière, non ? Tu as toujours bossé dans le cloud, toi ? Alors, j'ai pas toujours bossé dans le cloud parce que quand j'ai commencé à travailler, le cloud n'existait pas. Donc, effectivement, en sortie d'école d'ingénieur, j'ai travaillé chez Orange sur divers projets. Mais voilà, à partir de 2006, même plutôt 2007, je pense, ça a été mon premier contact avec le cloud. Et ce que j'y ai vu, c'est un peu un aspect magique qui est de se dire je peux avoir de l'infrastructure de manière programmable à une époque où quand je m'occupais de projets informatiques, une des grandes douleurs, c'était d'avoir suffisamment d'environnement, de développement, de tests, et on courait toujours un petit peu derrière. Et donc voilà, cette idée de dire finalement d'un claquement de doigts, je peux créer de terre un environnement complet et puis l'arrêter quand j'en ai plus besoin, pour moi, ça a été un changement dans ma carrière. Et quand tu as vu le cloud arriver, alors je sais pas à quel moment de ta carrière, mais en tout cas quand tu as vu émerger ce terme et ses possibilités tech, tu as tout de suite mesuré le phénomène, parce que certains parlent du cloud comme d'une des révolutions informatiques. Est-ce que tu l'as vu venir directement, cette révolution informatique, toi ? Moi, je l'ai vu avec ma sensibilité, si tu veux, de chef de projet, d'ingénieur, pour me dire, ça va radicalement changer la manière de consommer l'infrastructure. C'est de rendre finalement programmable le data center. Tu sais, la citation de Marc Andreessen qui dit Software is eating the world. Je dirais là, du coup, Software is eating the data center. Donc, effectivement, assez tôt, pour moi, ça a été un peu une évidence de se dire, le cloud, ça va changer radicalement. Maintenant, honnêtement, j'étais quand même très très loin d'imaginer que ce serait à ce point-là. Ok. Et tu peux nous dire un mot sur ton rôle, toi, chez AWS ? Qu'est-ce que ça signifie, directeur technique France ? Ça signifie d'accompagner nos clients en France, alors, clients de toute taille, hein, ça va bien sûr de start-up, de petites et moyennes entreprises jusqu'aux sociétés du CAC 40, pour les aider dans l'adoption du cloud, qui très souvent est un projet de transformation.
Donc ça veut dire qu'il y a des aspects bien sûr humains, et ça fait partie des choses que j'apprécie énormément, donc de formation et d'accompagnement des équipes, et aussi de les guider sur comment utiliser au mieux les services du cloud AWS, et ils sont nombreux. Ouais, on en reviendra parce que justement, que ce soit dans la partie transformation, adoption de la techno, déploiement de la techno, et aussi tout cet aspect peut-être humain et l'ensemble des services couverts, ça fait partie des choses que j'ai envie de creuser avec toi. Sur AWS et son origine, comment cette boîte est apparue, et je crois que ça fait, ce que je disais, ça fait 15 ans que c'est lancé. Quelles ont été un peu les grandes étapes du lancement de cette techno? Oui, on vient de fêter les 16 ans en Ah, fait. Et d'ailleurs sur bon une date qui est anniversaire. assez, qui est assez facile à retenir, on appelle ça le P-Day, donc ça fait 3-14, donc c'est 14 Ah, mars de chaque année. on est bien dans un contexte d'ingénieur. Exactement, exactement. Donc en fait, ça a été créé au sein du groupe Amazon avec une idée principale qui est de faciliter l'innovation pour les équipes techniques. C'est-à-dire que le groupe Amazon fonctionnait déjà en mode DevOps, en mode ultra agile, avec cette appétence pour voir comment la technologie peut permettre d'innover. Et finalement, on s'est rendu compte assez vite que ce que j'écrivais tout à l'heure, si tu veux obtenir de l'infrastructure, ça prend du temps, ça prend des semaines, c'est très coûteux. Et finalement, ça devient quelque chose qui ralentit énormément l'innovation. Donc au début des années 2000, il y a eu cette idée un peu folle de se dire, et si on réinventait l'infrastructure pour la rendre accessible, un peu comme sur un site de e-commerce finalement. Je veux du stockage, je veux du réseau, je veux du compute, du serveur, je l'utilise et quand j'en ai plus besoin, je le rends. Donc c'est vraiment une notion de mutualiser en fait. Enfin Alors la mutualisation, ça fait partie des choses qui le rendent possible d'un point de vue économique. Mais ok. c'est plus l'idée de dire, j'ai besoin de quelque chose, je le prends maintenant, c'est instantané. Bon, alors instantané, ça peut prendre quelques minutes, mais en tout cas, c'est même si je l'ai pas anticipé, et surtout l'autre aspect qui est de dire que quand je n'en ai plus besoin, je peux le rendre et arrêter de payer. Ça a été le principe fondateur. Avec en plus la notion de je consomme ce dont j'ai besoin et pas des armées de serveurs ou d'espaces vides qui finalement ne correspondent pas exactement à mon usage. Exactement, et du coup, la mutualisation permet d'avoir une équation économique complètement rentable, et aussi d'optimiser, on le verra peut-être après, mais d'optimiser aussi l'utilisation des ressources, et on le voit aujourd'hui que c'est important. Ok. Et donc ce projet est né d'où? Parce que je crois que c'est des ingénieurs Ouais. c'était un peu un side project ou pas forcément. En tout cas, la vision de la boîte n'avait pas été celle-là dès le départ ou je me trompe? Alors c'était un projet qui venait effectivement des équipes d'infrastructure, où il y a eu comme on le fait toujours chez Amazon, il y a eu la rédaction de ce qu'on appelle un narratif, c'est-à-dire un document de 6 pages qui décrit justement ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire. Et c'est Andy Jassy, donc qui est ensuite devenu le patron d'AWS, et qui est maintenant aussi le patron du groupe Amazon, qui a écrit ce document, et qui est devenu qui a lancé en fait cette activité. D'accord. Donc la vision était quand même là. Et ce déploiement, est-ce qu'on peut parler de phase ou est-ce que ça a été une adoption immédiate? Comment ça s'est passé pendant ces 15 dernières Alors années? le déploiement, il s'est fait de manière progressive, tout comme les services. C'est-à-dire que en 2006, l'année de la création des premiers services, tout premier service, c'était Amazon S3, service de stockage. Ensuite est arrivé juste après Amazon EC2, machine virtuelle, qui était beaucoup beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu prends les machines virtuelles, il y avait une taille de machine, il y avait un seul OS, il y avait pas une myriade d'options telles qu'on le trouve aujourd'hui. Mais ça a déjà été très vite adopté, tout d'abord par les startups, qui voyaient cet intérêt de pouvoir avoir déjà cette élasticité. Quand on est sur Internet, c'est quand même important. Et donc voilà, les premiers, historiquement, les premiers clients à les avoir adoptés, ça a été les startups. Et puis après sont venus progressivement les entreprises de tout domaine. Et au début, c'était plus souvent aussi sur du dev, du test, des applications non critiques. Et ça a progressivement ensuite évolué vers les applications core business et critiques des entreprises. Ouais, parce que moi, depuis le début, je dis techno, mais en fait, on est d'accord que c'est pas une techno, c'est une suite de techno, voire un ensemble de solutions. On parle même de briques technologiques. Tu as commencé à en parler. Est-ce que tu peux nous présenter dans les grandes lignes les lignes peut-être de techno ou de services ou de produits qu'on retrouve chez AWS? Oui, alors il y a plus de 200 services, donc je ne Bon, vais pas les bon, passer un par un, sinon exactement. on va endormir tout le monde. Mais donc ça démarre sur vraiment des services fondamentaux d'infrastructure, tout ce qu'on va retrouver dans l'infrastructure classique. Donc en gros du stockage, multiples options, de la capacité serveur, et tout ce qui est lié au réseau, que ce soit les réseaux local ou réseau longue distance. Et la manière dont on fonctionne chez AWS, c'est d'écouter nos clients
pour savoir vers quoi évoluer. Donc en fait, on passe et c'est ça qui est intéressant aussi, on passe une grosse partie de notre temps à demander à nos clients qu'est-ce qui manque, de quoi ils ont besoin. Et c'est comme ça qu'en 16 ans, on a construit des services. Je me souviens, un des premiers services un peu plus haut niveau qu'on est sorti, ce sont des bases de données managées, opérées. Parce que opérer sa propre base de données, que ce soit du Postgres, du MySQL, de l'Oracle ou du SQL Server, c'est quelque chose que tout le monde doit faire, chaque équipe doit faire, mais en même temps, c'est pas ça qui te différencie en tant qu'entreprise ou en tant que startup. Donc très vite, les clients nous ont dit voilà, je rêverais d'avoir une base de données en quelques clics et qui soit sauvegardée, patchée, enfin qui ait toutes les bonnes caractéristiques. Et ensuite, on a construit. Alors aujourd'hui, il y a de très nombreux domaines, hein, que ce soit bien sûr la partie données, base de données, big data, que ce soit tout ce qui est donc analytics et ce qui vient très vite derrière, c'est le machine learning, l'intelligence artificielle, mais aussi des outils de connexion à distance et de poste de travail à distance, mais aussi des outils de développement. Enfin, la liste est très très longue. Hein. Ok, mais on peut dire que l'ensemble, enfin, les solutions AWS répondent à l'ensemble des départements IT ou des enjeux IT, que ce soit partie infra-système, sécurité et aussi développement, sur la couche applicative. Exactement, exactement. On cite très souvent les études du Gartner sur le cloud. Ouais. Donc ça fait, je crois, la 11e année consécutive où AWS, le cloud AWS est marqué comme le leader du cloud. Et ça fait de nombreuses années, j'ai plus le compte exact, où Gartner considère que le cloud AWS est suffisant pour les usages entreprises. Au D'accord. sens général, donc de développement bien sûr, mais aussi tout ce qui va être, comme on dit, business critical. Ok. En d'autres termes, on peut imaginer faire tourner l'IT d'une boîte intégralement sur des technos AWS. On peut l'imaginer, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait déjà. Je pense en France à Ce n'est Veolia pas de la qui a science-fiction. non, qui a fait ce qu'on appelle, alors dans notre jargon, on appelle ça du all-in, hein, c'est comme au poker, donc c'est je mets tout dans le cloud AWS. Parmi les premières sociétés aussi historiquement, et je crois que ça remonte à 2009, qui avaient fait ce choix-là, on trouve Netflix, Ok. qui avait fait un choix très anticipé de se dire mon métier, c'est d'avoir la meilleure plateforme de streaming vidéo au monde, ce n'est pas d'opérer mes propres infrastructures. Ok. Et alors, ces solutions-là, enfin, on y a un peu répondu, tu me diras, mais elles s'adressent à qui? Les consommateurs directs de l'ensemble de ces briques, qui sont-ils? Alors, on va retrouver bien sûr des gens du monde de la tech, que ce soit des développeurs, des équipes d'infra, mais plus généralement, ce qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est ce qu'on appelle aussi des builders, des gens qui veulent construire, soit en direct sur la plateforme AWS, sur les services AWS, mais bien sûr aussi au travers de partenaires. Donc, j'en ai pas encore parlé, mais le succès et la richesse d'AWS passe aussi essentiellement par des partenaires. Alors, partenaires historiques, comme on peut l'avoir sur du SAP, par exemple, pour pouvoir déployer sur AWS, mais aussi toute une myriade de startups extrêmement talentueuses. Je pense à des sociétés comme Dataiku, qui est une licorne française dans le domaine de l'intelligence artificielle, une société comme Datadome, une autre startup française qui fait de la sécurisation de sites internet pour protéger la propriété intellectuelle des entreprises. Voilà, on va trouver toute une gamme qui permet finalement d'adopter les technologies du cloud pour innover, pour aller plus loin, pour augmenter sa sécurité, voilà, toute une série de bénéfices. Ok. Dans les grands concurrents, on peut citer Azure de Microsoft, Google Cloud Platform de Google. Je maîtrise pas forcément la différence entre les grands acteurs. Et est-ce que il y a une répartition du marché? Est-ce que vous êtes exactement tous sur les mêmes marchés, ou est-ce que AWS a un focus ou un positionnement particulier dans l'écosystème cloud? AWS est parti en 2006 et on considère aujourd'hui qu'on a à peu près 6 ou 7 ans d'avance sur le marché et qu'il y a quelque chose qu'on veut continuer à garder, voire même par accroître comme avance, justement sur cette démarche d'écouter nos clients. Aujourd'hui, nous, on est vraiment focalisé là-dessus. C'est faire en sorte que nos offres évoluent en fonction de la demande des clients. Après, bien sûr, c'est une bonne chose qui est de la concurrence, c'est toujours extrêmement sain et ça nous met une tension positive, au sens où, comme tu le sais, rien ne retient nos clients. C'est-à-dire que nous avons, dès le début, il y a 16 ans, voulu être dans une situation peut-être inconfortable, ou que certains pourraient juger inconfortable, de se dire nos clients peuvent partir
d'une minute à l'autre, sans préavis, s'ils ne sont pas contents. Je vais le dire autrement. La seule manière que nous ayons de retenir nos clients, c'est qu'ils soient contents des prix, de la sécurité, des performances et de la fiabilité. Après, peut-être pour conclure là-dessus, des fois, certains clients me demandent, mais est-ce que déjà tout le monde n'a pas migré dans le cloud? En fait, on en est encore très loin. Selon Gartner, encore aujourd'hui, alors entre 5 et 15% des applications dans le monde sont dans un cloud. Donc, il en reste entre 85 et 95% qui sont dans des data centers historiques. Et ça, c'est impressionnant. Et justement, à quel moment on doit se dire, soit partiellement, soit intégralement, que c'est le bon moment de migrer vers le cloud? Moi, je dirais que c'est toujours le bon moment. Après, il peut y avoir des contraintes opérationnelles, comme des contrats d'engagement chez d'autres acteurs ou dans des data centers. Mais même ça, j'invite les clients et nos clients potentiels à travailler avec nos équipes. En fait, la valeur du cloud, elle est tellement intéressante que je pense que c'est toujours le bon moment. Alors, ce qu'on voit beaucoup en ce moment sont des questions aussi liées à la sécurité. Attaques par des malwares, des ransomware, des cryptolockers. Et là, c'est un fléau qui a vraiment commencé à croître au début du confinement et qui continue. Donc, moi, j'invite vraiment nos clients à démarrer tout de suite au moins des projets de sauvegarde de leurs données dans le cloud AWS. Et on a beaucoup d'outils pour le rendre simple, peu coûteux et efficace. Mais c'est aussi on l'a vu, pour gagner en agilité. Et cerise sur le gâteau, ce qu'on voit toujours sur ces projets de migration, c'est une baisse des coûts, une baisse de ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership. Et donc c'est aussi une bonne nouvelle, finalement, de se dire, en migrant dans le cloud, je vais accroître ma sécurité, je vais accroître mon agilité, et en même temps, je vais baisser les coûts. Ok. Et après, on voit quand même des sociétés qui ont peut-être des freins propres à leur industrie. Je pense, j'en discutais avec Julien il y a pas longtemps, qui est patron de la data et de l'innovation chez Société Générale. Je sais pas si aujourd'hui toutes les sociétés sont capables d'héberger leurs données dans le cloud, et même pour des principes de compliance, c'est aujourd'hui non. Il n'y a pas de Aujourd'hui, il n'y a pas de bloqueur. Enfin, il n'y a pas de bloqueur réglementaire. Okay. Et on trouve des sociétés dans tous les domaines, alors que ce soit la banque, l'assurance, la pharma, les médias, bien sûr, le gaming, l'industrie. On peut citer énormément de sociétés dans tous ces domaines qui ont migré massivement sur AWS. Et quand je parle de migrer massivement, c'est des systèmes critiques. C'est pas juste un petit WordPress quelque part. Non, c'est vraiment leur système cœur informatique. Bon, ok, très bien. J'ai besoin en revanche que tu m'expliques un truc. Je reçois pas mal de grands patrons, enfin en tout cas de patrons de grands groupes, soit de scale-up, soit même de groupes du CAC 40 qui comptent plusieurs centaines d'employés, des millions de transactions, qui ont un niveau de sensibilité énorme, qui ont peut-être aussi des contraintes réglementaires. Mais je reçois aussi des startups, des jeunes pousses qui sont vraiment au début de leur lancement. Et ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, le volume de données et de maturité tech est complètement différent. Et pourtant, les deux peuvent me dire, je travaille sur AWS, et on est full AWS dans certains cas. Qu'on soit un grand groupe ou une mini-boîte, on peut bosser visiblement sur cette techno, mais finalement, les briques qui sont mises à disposition d'un grand groupe, est-ce que ce sont les mêmes que celles qu'on peut mettre à disposition d'une start-up, ou est-ce qu'il y a des offres qui sont adaptées, et donc du coup des services adaptés en fonction de la taille et de la maturité qu'on a? C'est une excellente question, et en fait, ce sont exactement les mêmes services que nous servons à nos millions de clients dans le monde, ou nos dizaines de milliers de clients en France. Et là aussi, c'était un principe fondateur. Jeff Bezos l'a dit au début de la création d'AWS, il a dit de cette manière-là. Il a dit qu'il voulait qu'un étudiant dans sa chambre d'étudiant ait accès à la même technologie, la même sécurité, la même performance que celle auquel Amazon.com a accès via AWS ou n'importe quel autre client. Okay. Et ça, je pense aussi que c'est une révolution, et c'est aussi une formidable chance pour les startups, qui est finalement d'avoir accès instantanément, dès le premier jour de leur création et sans avoir besoin de gros volumes, d'avoir le meilleur des processeurs, du stockage, des algorithmes d'intelligence artificielle et ainsi de suite, instantanément. Ok, ça j'avais pas forcément conscience. Et dans ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de sécurité. Il y a des mots-clés qui reviennent souvent dans le discours du cloud, surtout en ce moment. Ça fait partie des promesses, en fait, j'ai envie de dire un peu, peut-être marketing, ça va peut-être te choquer, mais dans la bouche des clients que je peux voir tous les jours, beaucoup migrent dans le cloud, et les mots-clés qui reviennent de ces projets-là, ou de leurs attentes en tout cas, c'est des notions d'agilité,
des notions de sécurité. Et j'ai l'impression qu'on met un peu l'agilité à toutes les sauces. Donc j'ai envie d'être un peu prudent avec ce terme, mais concrètement, en quoi AWS peut réellement améliorer l'agilité de mon entreprise? Tu as des exemples concrets? J'ai des exemples concrets et quand tu parles à un PDG d'une société du CAC 40, je crois qu'il y a une étude qui montrait qu'en moyenne, le mot agilité revient toutes les 6 minutes. Oui, ok, bah, donc on est en phase. Parce que voilà, c'est être capable de réagir par rapport au marché, mais aussi de réagir par rapport à l'imprévu. Et en termes d'imprévu, je crois qu'on a quand même été servi ces 2 dernières années, notamment pendant le premier confinement, où il y a, je prends 2 sociétés françaises comme Admiral Group, donc qui est une assurance, ou Médiamétrie, qui ont eu besoin de créer des postes de travail Windows dans le cloud en 2 semaines sur un projet qui n'était pas du tout anticipé. Et ça s'est très bien passé. Mais ça, voilà, on est vraiment sur des cas où il en va du bon fonctionnement d'entreprise. Il y a un autre exemple aussi qui m'a frappé. Alors, je vais aller juste aux États-Unis, mais c'est Moderna, qui a été créé par un Français d'ailleurs, hein, qui est Stéphane Bancel. Donc, s'il nous entend, je veux bien avoir un échange avec lui à ce micro. Mais je crois pas sûr qu'il nous écoute. Et Moderna, donc, est une société qui a été créée sur AWS, à la fois pour la partie recherche, mais pour la partie production. Et si je me souviens bien, ils ont été capables de créer le premier candidat vaccin au virus du coronavirus en 42 jours après le séquençage du virus. Donc voilà, et là aussi on touche du doigt l'importance de l'agilité. C'est-à-dire être capable de créer un vaccin en 42 jours, c'est juste unique. Et je dirais que je connais certains clients qui sont pas capables d'avoir ne serait-ce qu'une base de données en 42 jours. Donc c'est ça aussi l'intérêt, c'est de pouvoir réagir face au marché. Et AWS a joué un rôle dans Moderna ou dans les 42 jours ou pas? Non, il y a pas de, enfin, on n'a pas joué de rôle sur la création du vaccin. Par contre, Moderna tourne intégralement sur AWS. Ok, très bien. Et peut-être pour terminer aussi sur les aspects de valeur, donc on a fait faire une étude par un économiste, Christian Saint-Étienne, et auprès d'un grand nombre de sociétés françaises, qui a démontré que le cloud AWS a créé 1,6 milliard d'euros de valeur économique en 2020. C'est l'équivalent de 22 000 emplois, hein. Justement sur cet apport de valeur métier, sur cet apport d'innovation et d'agilité. Et pour revenir sur ta question précédente, cette même étude montre que 82% des clients interrogés sont venus sur AWS à cause de la sécurité, pour augmenter leur posture de sécurité. Ouais, ça c'était un point que je voulais voir avec toi, parce que la sécurité c'est assez trendy, t'en parlais tout à l'heure. La guerre en Ukraine accélère encore plus aussi ce sujet de sécurité IT. En quoi ma boîte se renforce aussi sur le plan de la sécurité si je migre mon infra sur AWS? Alors déjà, je vais juste parler un peu de la manière dont nous, on gère la sécurité en interne. Et la sécurité, c'est la première priorité chez AWS. Tout tourne autour de ça, c'est la valeur numéro 1. Les équipes sécurité chez nous ont droit de vie et de mort sur n'importe quel service, au sens où rien ne part en production si ça n'a pas été validé par la sécurité et la conformité. Pourquoi ? Parce que nos clients mettent potentiellement leurs secrets, qui ont le plus de valeur, utilisent AWS pour leurs données extrêmement sensibles et secrètes. Et s'il y avait une compromission de sécurité, ce serait un cataclysme pour nos clients et ce serait surtout une perte de confiance pour AWS. Si tu veux, on estime que si on devait avoir une faille majeure au sein d'AWS, on perdrait certainement à court terme la moitié de nos clients. Ce serait l'impact, si tu veux, de la perte de confiance. Donc on parle d'un risque qui se situe en quelques dizaines de milliards d'euros. Donc c'est la raison pour laquelle nous mettons une quantité de ressources disproportionnée dans la sécurité pour que ça n'arrive pas. Et après, ce que ça signifie pour nos clients, c'est qu'ils bénéficient d'une myriade d'outils, à la fois pour chiffrer, donc ils peuvent avoir 100% de données chiffrées chez eux de manière extrêmement indolore. C'est intéressant, c'est que dans le groupe Engie, d'ailleurs, c'est une métrique. Ils ont dans leur tableau de bord global, ils mesurent leur pourcentage de données chiffrées. Je n'ai pas le dernier chiffre exact, mais ils étaient au-delà de 90%. C'est aussi des outils pour résister contre les attaques DDoS, donc les attaques volumétriques sur Internet, mais aussi des outils de sauvegarde, et ça c'est important avec les ransomware. Enfin voilà, en tout cas c'est tout le savoir-faire et l'investissement d'AWS qui sont disponibles auprès d'outils simples, faciles d'usage et de très grande efficacité. Ok, et du coup le niveau de sécurité attendu par AWS pour ses propres, on va dire pour sa propre protection est mis en fait à disposition de ses clients. Exactement. Ok. Et
Quand on parle de sécurité, il y a un autre sujet qui me vient, forcément. C'est un sujet assez sensible, qui est pas une petite question, qui est assez fondamentale, parce que il y a le Cloud Act, cette loi américaine qui permet à l'État américain d'accéder aux données des utilisateurs qui sont stockés qui ont stocké leurs données aux États-Unis ou au sein d'entreprises américaines, où qu'elles soient. Il y a ensuite le Patriot Act, ça devient technique, mais en gros, c'est qui permet aux autorités judiciaires américaines, FBI, CIA, d'accéder à ces données stockées dans les entreprises américaines, même en dehors du sol américain. Et j'en parlais il y a pas très longtemps avec Frédéric Pierucci, qui est un ancien cadre d'Alstom, qui est pas forcément un apôtre du cloud sur ce point-là. Elles existent, ces lois, on est d'accord. Est-ce que c'est pas contradictoire quand on parle de sécurité de dire que, en fait, ces lois-là potentiellement peuvent représenter, je sais pas si on peut considérer ça comme une brèche, mais ça serait à la fois proposer les services les plus sûrs pour ces données, mais en même temps faire en sorte que ces données puissent être accessibles par d'autres. Je sais pas si c'est, comment dire, une réalité ou une chimère, ce sujet-là. Comment tu vois les choses, toi? Oui, alors il y a beaucoup de fausses idées qui circulent sur ce sujet-là. Bien sûr que c'est un sujet extrêmement important, puisqu'il en va de la protection des données de nos clients. Le Cloud Act, alors je fais une session entière au Summit de Paris, donc le 12 avril, à Porte-Maillot sur ce sujet-là. Ok. Je vais essayer quand même de la résumer. Aujourd'hui, alors des lois extraterritoriales, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que les lois américaines, il y en a énormément. Et à chaque fois, sur l'ensemble de ces lois-là, nous avons toujours la même approche. La première approche, c'est d'analyser toutes les demandes et d'essayer par tous les moyens, soit de les rejeter, soit de les rediriger vers le client. Nous avons pris d'ailleurs des engagements contractuels supplémentaires en février 2021 et nous nous engageons à contester systématiquement toute demande qui soit contraire ou qui soit en conflit avec le droit européen ou le droit français. Et la deuxième chose, c'est que si au final nous sommes néanmoins forcés de fournir quelque chose à un juge, nous prenons l'engagement de ne fournir que le strict nécessaire et rien de plus. Et là où ça devient intéressant, c'est que tu citais le Cloud Act. Le Cloud Act ne peut pas forcer un opérateur cloud à déchiffrer les données. Ça veut dire que ce strict minimum dont je parlais n'inclut pas le déchiffrement des données. Donc, je fais un appel aussi à tous les clients. Première chose, chiffrez vos données. C'est facile, souvent c'est une case à cocher. Il n'y a pas d'impact de performance, il n'y a pas d'impact de coût, ou si ce n'est sur vraiment une erreur d'arrondi sur la facture au final. Mais c'est important parce que ça signifie que du coup, ça permet de bénéficier de ces éléments de protection supplémentaires. Et au final, alors pour faire même encore plus court, si tu veux, nous publions tous les semestres, tous les 6 mois, des rapports avec le nombre de requêtes que nous recevons de l'ensemble des pays et le nombre de fois où effectivement nous fournissons à la justice des éléments. Alors en fait, l'extrême majorité des demandes, ce sont des demandes de métadonnées. En gros, c'est quelle est la personne derrière cette adresse IP. Les demandes de données sont extrêmement rares et surtout, nous publions une métrique qui est combien de fois nous avons fourni à la justice américaine des données d'entreprise situées en dehors des États-Unis. Tu peux regarder tous les rapports, ce chiffre est toujours égal à 0. Donc Okay. aujourd'hui, en réalité, si j'essaie de résumer, le Cloud Act ou justement ces lois extraterritoriales américaines, en fait, elles n'ont pas d'impact sur les clients AWS. La seule chose, c'est n'oubliez pas de chiffrer vos données. Donc ce que tu dis là, c'est qu'en gros, il n'y a pas eu de données transmises aux autorités Non. judiciaires américaines jusqu'ici, clientes d'AWS en dehors des États-Unis. Voilà, il n'y a pas eu, et en plus, le cadre contractuel ne le permet pas. Bien, bah, c'est un sujet en tout cas qui effectivement, comme tu dis, amène pas mal enfin, il y a pas mal de préjugés, pas mal d'incompréhensions. C'est des sujets qui sont relativement complexes. Parce que les droits parfois sont antinomiques, mais en tout cas un sujet passionnant. Je note pour le 12 avril pour compléter tout ça et rentrer peut-être plus dans le détail. Autre sujet qui peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est côté candidat, ingénieur ou côté client, c'est tous ceux qui ont participé à un projet de migration vers le cloud ou ceux qui sont sur le point de migrer. Toi, tu passes tes journées avec des grands comptes et avec des patrons de projets, à les aider dans leur choix technologique, à les aider dans leur projet de transformation, avant, pendant, peut-être après. Un tel projet, clairement, représente pas mal de risques, des risques peut-être économiques, des risques parce qu'il y a eu des dérives, des risques technologiques, des risques organisationnels et puis aussi des risques humains. Tu disais tout à l'heure, certains peuvent croire aussi que le cloud peut supprimer un certain nombre de postes. On voit que ça peut en créer aussi un certain nombre. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes pour que tu nous donnes les grands conseils que tu prodigues à tes clients, justement, les best practices que tu
recommandes de mettre en place pour un projet de migration vers le cloud et pour faire en sorte que ce projet soit un succès avant, pendant et après la migration? Quelles sont tes grandes recos? Ça, c'est super important. Et je dirais un peu sous forme de boutade, il y a 3 grands piliers. C'est formation, formation et formation. Ok. Il faut commencer par former les équipes, c'est absolument essentiel. Ça fait partie de toute façon, on est dans un projet de transformation, donc il y a un aspect de conduite du changement qui est extrêmement important. Et on le sait bien, la conduite du changement, elle est réussie si on mène un plan de formation et de communication qui soit à la hauteur, qui soit vraiment fort. Donc quelques exemples, c'est quelque chose qu'a fait Veolia. Comme je te disais, Veolia a migré intégralement dans le cloud et a fermé ses data centers. Ils ont commencé par former la totalité des collaborateurs. Et quand je dis la totalité, c'est pas que les équipes informatiques, c'est aussi la comptabilité, les RH, le marketing, enfin toutes les équipes. Nexity, qui également a fait cette migration totale dans le cloud AWS, pareil, ils ont formé la totalité de leurs collaborateurs. Et quand je parle de formation, ce ne sont pas des modules très lourds. Ça va de 2-3 heures pour des non-informaticiens, pour avoir une acculturation. Et en général, les formations sont des modules de 3 jours sur l'architecture, sur les opérations, sur la sécurité. Chaque fois, on est sur des modules de 3 jours. Après, ça se mène comme un projet normal, je dirais. Et il y a 2 grands aspects qui sont nouveaux dans le cloud, qui sont ce qu'on appelle le FinOps, c'est-à-dire l'optimisation financière en continu. Puisque comme tu l'as bien rappelé, on paye pour ce qu'on utilise. Donc ça veut dire aussi qu'il ne faut pas oublier d'arrêter De quand on ne décommissionner un certain l'utilise nombre. plus. Juste éteindre. Ouais, juste Décommissionner, éteindre. le terme est peut-être un petit peu Non, je fort, pensais mais aux autres applications qui peuvent tourner et qui peuvent coûter, mais non, effectivement. non, mais c'est juste les environnements de développement. Par exemple, si tu n'en as pas besoin le week-end, bah, faire en sorte qu'ils s'arrêtent automatiquement. Ok. Mais que tu puisses quand même les redéployer si tu en as besoin. Et un autre aspect aussi qui vient très vite, c'est ce qu'on appelle le DevSecOps, qui est d'intégrer la sécurité dans les processus DevOps by design, donc faire en sorte que tout ça soit automatisé et qu'on n'ait plus cette antagonie finalement qu'on a pu vivre par le passé entre agilité d'un côté et sécurité de l'autre. Et des fois, par le passé, il fallait choisir soit l'un soit l'autre, mais pas les deux. Là, l'automatisation permet de faire les deux à la fois. Et ça me permet de voir des projets fabuleux. Alors, en DevSecOps, on a vu un témoignage chez Renault Digital, par exemple, où les équipes agiles appliquent toutes les bonnes pratiques de sécurité parce qu'elles sont déjà intégrées dans la plateforme AWS qu'ils utilisent. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E-2-K-I-D-E-N. Bonne écoute! Et est-ce que tu as vu des projets qui ont été un peu des fiascos ou des projets difficiles, et est-ce que tu as réussi à voir un peu d'où venait cet échec? Est-ce qu'il y avait la formation? Est-ce qu'il y avait autre chose aussi? Il y a souvent un passage un peu difficile dans les projets et nos équipes justement sont là pour aider les clients. C'est-à-dire qu'en général, on va démarrer par un département, par plusieurs projets. Ça se passe très bien. Et il y a ensuite le passage qui est un petit peu difficile, c'est passer de cette petite zone et de le déployer à l'ensemble de l'équipe. Donc, on a beaucoup de témoignages de clients qui l'ont réussi, mais ça implique aussi un mode d'organisation, ce qu'on appelle un centre d'excellence cloud. Ça implique aussi, là encore, de la conduite du changement pour faire en sorte que les gains qui ont été obtenus dans une portion de l'entreprise, qu'on puisse ensuite les déployer à l'ensemble de l'entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne se passe pas tout seul magiquement. Et nous avons de l'expérience pour aider nos clients. Et nous avons des partenaires aussi qui ont cette expérience pour les aider à franchir ce cap et avoir un déploiement plus large. Ok, et juste un ordre d'idée, quand tu parlais de Veolia, mais un ordre d'idée du planning prévu pour la migration intégrale d'une entité comme ça, d'un groupe comme celui-ci, qui est quand même pas le groupe le plus petit qui soit, avec en plus des ramifications à l'international. Ça représente combien de temps? Alors, je te ferai une réponse d'architecte, ça dépend. Okay. On est bien sûr sur des projets d'entreprise et ça reste des projets. C'est-à-dire que même si techniquement il est facile de migrer une application, elle est dans un écosystème, il faut quand même la mettre dans un planning, il faut tester et ainsi de suite. Je dirais qu'aujourd'hui, on voit sur des grandes entreprises des projets de migration très massifs de la quasi-totalité de l'infrastructure qui se font en 18 mois, qui est quelque chose qui est complètement faisable, qui est un petit peu musclé aussi. Mais voilà, ça peut être un ordre de grandeur qu'on trouve assez classiquement. Ok.
Bien, merci. Ouais, non, tu voulais rajouter un truc? Non, dis-moi, j'ai peur qu'il y ait certains clients qui hurlent, des fois c'est un petit peu plus long, mais je dirais là encore parce qu'il peut y avoir des impératifs métiers ou autres qui justifient de l'étaler sur une plus grande période. Ouais, t'as une telle diversité de clients aussi que chaque cas est quand même très difficilement comparable à l'autre, quoi. Et si on prend un peu de recul sur la partie, tu disais que le focus numéro 1, c'est le service, c'est la sécurité. Ça m'intéresse de voir un peu sur quoi les équipes R&D bossent et à quoi peuvent ressembler les futurs focus numéro 1. Alors la sécurité restera toujours là, mais est-ce qu'en termes d'usage, en termes de type de service, il y a des choses qui sont à prévoir, qui sont peut-être pas révolutionnaires, mais en tout cas qui vont apporter quelque chose de nouveau et sur lesquels vous vous apprêtez à déployer ou à annoncer? Alors il y a quelque chose il y a un sujet qui nous est très cher, qui est très important, qui est le développement durable, qu'on adresse sur plusieurs aspects. C'est que le cloud, déjà, par conception, de par sa mutualisation, réduit énormément la consommation électrique. Et quand je dis énormément, on a fait une étude avec 451 Research en Europe, et on réduit en moyenne, on réduit d'un facteur 5 la consommation électrique entre des applications qui sont dans un data center historique et le cloud. Okay. L'élément principal, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent, mais l'élément principal est la mutualisation des ressources. On travaille aussi à réduire encore cette consommation. On a un mode de consommation qui s'appelle le serverless, où tu gères plus du tout les serveurs, les containers, et ça va, et la capacité se gère automatiquement. Et là encore, ça nous permet, dans beaucoup de cas, de réduire encore cette consommation électrique. Et surtout, quelque chose qui est super intéressant, c'est que nous faisons nos propres puces maintenant. Et ça va continuer. Et notamment, il y a un best-seller absolu qui s'appelle Graviton 2. Alors, je rentre un tout petit peu dans la technique, si tu me permets. Ce sont des processeurs basés sur la technologie ARM. Alors, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est simple, hein, c'est la même technologie que vous avez dans votre téléphone portable ou dans vos tablettes. La principale caractéristique, c'est que ça consomme très peu d'électricité. Et en plus, il se trouve que c'est au moins aussi performant que de l'Intel. Et donc, ces nouvelles machines ces nouveaux processeurs qui sont disponibles depuis au moins 18 mois et ça va continuer. Édité par AWS? Oui, ouais, exactement. Okay. C'est conçu par AWS sur une architecture ARM qui est partagée dans l'industrie. Et ça permet, alors c'est un double avantage encore, ça coûte entre 30 et 40% moins cher, mais surtout ça réduit la consommation électrique entre moins 50 et moins 70% par rapport à un processeur Intel équivalent. Ok, donc ça booste d'autant la capacité des batteries, quoi, entre autres. Et peut-être... Oui, mais surtout en termes de, si tu veux, d'empreinte carbone pour nos clients, c'est important puisque ça permet de réduire drastiquement. Okay. Et puis bien sûr, alors le complément étant que nous finançons énormément de projets de production d'énergie renouvelable. Nous avons aussi beaucoup de partenariats. Alors, en France, par exemple avec Engie, avec Total ou Green Yellow qui fait partie du groupe Casino, avec l'ambition et l'objectif d'être 100% électricité renouvelable d'ici 2025. Donc, tu vois, déjà jusqu'à 2025, on est déjà très occupé sur cette partie de développement durable. Et on a aussi bien sûr d'autres sujets sur lesquels nous continuons à investir énormément, entre autres, qui sont le machine learning, parce qu'il y a aujourd'hui un appétit énorme de nos clients, et une nouvelle division qu'on a créée l'an dernier qui étend l'IoT, donc les objets connectés, à de l'IoT industriel. Donc on a créé vraiment une division maintenant dédiée à l'usage des objets connectés en milieu industriel, avec de la 5G privée, avec une myriade de services, et ça va continuer. Et vous avez vos propres technos en IoT, en IoT? Là encore, on propose des briques technologiques qui vont permettre d'assurer la connectivité complète depuis le capteur jusqu'au cloud. On édite un OS open source qui s'appelle Amazon FreeRTOS. Alors ça, c'est pour les connaisseurs, qui est justement un operating system pour les petits objets embarqués qui coûtent pas cher. On édite aussi ce qu'on appelle Greengrass, qui sont des gateways locales. Donc l'idée, c'est comment tu peux avoir un équipement qui tourne dans l'usine. Quand je parle d'équipement, c'est la taille d'un Raspberry Pi, qui va être capable d'exécuter des traitements locaux pour faire de la décision rapide, mais en même temps de remonter des informations de manière sécurisée vers les environnements cloud des clients. Ok, sujet très trendy dans l'industrie 4.0, ça effectivement, je savais pas que vous étiez à ce niveau-là. Exactement.
Et l'automobile aussi est quelque chose qui nous permet aussi d'innover et d'apporter. Donc là aussi, on crée une division spécifique pour l'automobile. Et puis tu as dû le voir passer aussi avec des accords assez iconiques, notamment avec Stellantis. Effectivement, assez récemment. Bien, ok. Un déploiement de toutes ces technos, et d'ailleurs le monde applicatif a tendance à un petit peu fusionner avec le monde industriel, un peu dans l'initiative de l'approche de la production de Tesla, mais intéressant de voir tous ces sujets converger. J'avais envie de terminer cet échange pour parler de l'environnement managérial d'AWS, parce que j'ai pas mal de copains qui bossent chez Amazon ou chez AWS, et en fait il y a un truc qui me fascine en tant qu'entrepreneur, c'est justement cette culture, c'est cette approche managériale, et Amazon, comme pas mal de GAFAM, est une source d'inspiration pour pas mal d'entreprises, pas forcément des startups. Et tu parlais tout à l'heure du document de 6 pages qu'on doit fournir. J'aimerais bien que tu m'en parles un peu plus, mais j'aimerais bien que tu me donnes en règle générale des illustrations de quelques marqueurs de l'identité AWS en tant qu'employeur, des exemples de règles internes, des principes qui peuvent être un peu parfois surprenants quand tu débarques dans cette boîte-là, en te disant attendez, c'est comme ça que ça marche, mais les gens le font vraiment. J'avais entendu parler aussi du concept de pizza team, où on ne devait pas être plus que autour de la table de ceux qui peuvent manger une pizza. Bref, qu'est-ce qui toi t'a marqué, qui te marque peut-être plus maintenant, mais où tu te dis que c'est des choses qui sont peut-être un peu amusantes, mais qui sont malgré tout hyper efficaces. Oui, je vais en prendre quelques-unes. Alors en fait, c'est pas une pizza, c'est 2 pizzas. Ah, c'est tout pizza team. Ok. C'est tout pizza team. Ça, c'est les principes d'organisation des équipes de développement, par exemple. L'idée, alors la pizza est quelque chose un petit peu amusant, mais l'idée en fait étant que quand on veut avoir une équipe agile, on revient toujours sur le concept d'agilité. En fait, ça marche très bien quand l'équipe fait 6-8 personnes. Dès qu'on dépasse 12 personnes, l'efficacité s'effondre. Et pourquoi? C'est simple, hein, c'est simplement des questions d'interaction deux à deux. C'est-à-dire quand tu as 8 personnes qui sont dans la même pièce, tout le monde sait en permanence ce que font les autres. Au-delà de 12, il faut commencer à faire des réunions de synchronisation parce qu'on perd cette proximité. Donc voilà, on l'a mis sous cette forme de double pizza team. Je pense que l'élément le plus marquant, c'est cette question sur les narratifs, donc le fait d'avoir des documents rédigés. Et donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que nous n'utilisons pas de PowerPoint. Les slides en interne sont proscrits quand il s'agit de prendre des décisions. Si ça va être pour des décisions pour lancer un projet, pour de la planification. Donc, si on fait pas de slides, on fait des documents rédigés. Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup l'ont vécu. Quand on a un slide avec trois bouts de phrases de 3 mots chacun, ce n'est pas suffisamment précis. Ça peut être compris de manière différente. Quand on doit se forcer à écrire sujet, verbe, complément, donner un contexte, raconter un peu une histoire, entre guillemets, et le pourquoi du projet, ça force la réflexion. Et ça permet de gagner un temps fou. Et tu sais, ce qui des fois choque un petit peu les nouveaux venus chez Amazon, c'est que quand on doit présenter ou prendre une décision sur ces narratifs, donc la personne ou les personnes qui ont rédigé le document, la distribue au début de la réunion. Donc, tout le monde se réunit, alors en virtuel ou en physique. Hein. Les personnes distribuent ces documents et on passe typiquement 20 minutes à lire silencieusement le document. Et vous êtes tous connectés ou tous dans la même salle? Ouais, okay. Tous dans la même salle ou connectés, ça dépend des cas, mais donc voilà, on passe les 20 premières minutes chacun à lire le document du début à la fin de manière extrêmement attentive, et ça permet d'avoir 100% d'attention de l'esprit de chacun. Et si tu veux, ça peut paraître bizarre de se dire je passe 20 minutes d'une réunion silencieusement, mais en fait c'est formidablement efficace. Ouais, je viens de croire. C'est intriguant. On pourrait se dire, on pourrait l'envoyer à l'avance et demander aux gens de l'avoir lu à l'avance. Mais ça, on sait tous que ça marche pas. Oui. Les gens le lisent en 5 minutes ou l'ont pas lu ou quoi que ce soit. Donc là, au moins on est sûr que les gens l'ont lu. Et ça permet aussi de démarrer le débat avec une connaissance complète. Tu sais, je l'ai souvent vécu aussi, quand on a des présentations avec des slides, très vite au milieu de la présentation, tu as déjà les questions qui commencent à fuser, alors qu'en fait la réponse se trouve 3 slides plus loin. Donc ça évite aussi cet effet-là. Ok, ouais, bah écoute, c'est un truc qui me marque, j'en parlerai moi en interne pour voir si on essaie de s'en approcher, parce que c'est assez... Ouais, c'est pas évident à mettre en place, mais je veux bien croire que c'est hyper efficace. Et en fait, finalement, 20 minutes sur un meeting, pour caler tout le monde, c'est finalement pas tant que ça. Enfin, oui. Ça nous laisse sur un meeting de 3 quarts d'heure ou d'1 heure du temps plus efficace derrière, en fait. Mais, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui t'ont... Ah, il y en a une autre aussi
qui peut être compliquée à mettre en place, mais qui est ultra importante. Je reviens sur l'innovation, c'est valoriser l'échec. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais l'échec fait partie prenante de l'innovation. On n'y peut rien, c'est comme ça. Joi Ito, professeur au MIT, disait si vous voulez augmenter l'innovation, il faut réduire le coût de l'échec. Il n'y a pas d'autre option. Et quand on parle de réduire le coût de l'échec, c'est le coût financier, mais c'est surtout le coût humain. C'est-à-dire que si tu es un chef de projet, que tu as fait un projet et que le projet c'est un échec, il ne faut pas que tu sois stigmatisé ou que ta carrière soit, que ce soit un arrêt de ta carrière, au contraire. Donc on a aussi des mécanismes pour valoriser les échecs et les transformer en un apprentissage. Faire en sorte, alors c'est des narratifs aussi, c'est rédiger un document qui justement indique quels sont les niveaux d'apprentissage et comment faire en sorte qu'on n'aura plus deux fois ce même échec. Et pour terminer, puisque tu parlais de management, du coup, l'échec fait partie de l'innovation. Ça veut dire que en tant que salarié Amazon, si tu vas à ton entretien individuel avec ton manager, ton entretien d'évaluation, et que tu as tout réussi, en fait, tu seras mal noté. Parce que si tu as tout réussi, ça veut dire que tu n'as pas essayé assez fort. Pas pris assez de risques, peut-être. Tu n'as pas pris assez de risques, tu t'es contenté de rester dans ta zone de confort, et on veut que nos collaborateurs prennent des risques. On veut qu'il y ait des échecs. Alors bien sûr, on ne veut pas qu'ils ratent tout, ce serait un autre problème. Mais l'échec fait partie de l'innovation. Si tu n'échoueras en rien, c'est que tu n'as pas essayé assez fort. Et est-ce que chacun est autorisé ou peut-être poussé à innover sur la ligne de produits, sur la ligne de service, pour essayer de faire l'AWS de demain? Est-ce qu'il y a des incentives ou est-ce que c'est plutôt il y a des équipes qui sont là pour penser les services de demain et les autres qui sont là pour faire du run, ou non, tout le monde est impliqué dans l'AWS de demain peut-être? Non, tout le monde est impliqué, et alors là encore on a un autre mécanisme qui s'appelle, alors on appelle ça le working backwards from customer. C'est de se dire, quand on a une idée d'un produit ou d'un service, donc là encore, on va demander aux équipes de rédiger un communiqué de presse, donc un document écrit. Alors bien sûr, c'est un communiqué de presse confidentiel, on ne va pas l'envoyer à la presse, mais en gros, c'est de faire l'exercice mental, de se projeter le jour du lancement et d'expliquer en des termes simples, sans jargon, qui est le client et qu'est-ce que ça apporte au client. Donc c'est un document de 1 à 2 pages. Et ça a l'air facile à faire, dit comme ça, mais en fait, c'est pas du tout facile à faire, parce que ça oblige encore la réflexion, à se poser beaucoup de questions, et on invite tous nos collaborateurs à rédiger ce type de documents, ces communiqués de presse. Ça fait partie aussi des indicateurs qui sont valorisés. Et c'est une manière comme ça d'exprimer. Et après, on va confronter, relire, confronter, parce que très souvent, il y a d'autres personnes qui ont eu des idées un peu similaires, donc on va grouper, et ça permet comme ça d'avoir ce processus d'analyse de nouvelles idées, et certaines vont remonter d'une manière ou d'une autre, et vont effectivement donner lieu à un produit ou un service, qui n'est pas forcément d'ailleurs dirigé par la personne qui a eu l'idée, et qui ne souhaite pas forcément elle-même créer ce service-là. Ouais, je comprends. Donc, ouais, tout le monde n'a pas le profil d'entrepreneur, mais peut-être voilà, certains sont à l'idée et d'autres sont au déploiement. Ok, bien, merci pour ces infos. Quelques questions pour un peu plus peut-être rapide, mais en tout cas sur toi et sur qui tu es et qui vont nous aider un peu à comprendre ça. Quelles sont les boîtes que tu as pu croiser et qui, en termes de vision technologique ou peut-être d'exécution dans l'écosystème tech aujourd'hui, sont des boîtes qui t'ont marqué par leur maturité et qui pour toi sont des gens qui ont compris un truc et qui sont en avance dans leur temps, côté grand compte ou côté éditeur de technologie peut-être? Oui, il y en a une qui m'a vraiment marqué, c'est Conto. Je ne sais pas si tu connais. C'est une banque qui est plutôt destinée aux PME, voire aux artisans, et qui est dans un domaine bancaire, donc qui est quand même un domaine qui est très exigeant en termes de régulation, en termes d'exigence de sécurité, et qui ont eu cette approche d'aller progressivement, d'intégrer bien sûr les fondamentaux de sécurité dès le début, mais d'avoir une approche sur le marché et les équipes qui est absolument fabuleuse. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une des 25 licornes françaises. Ouais, effectivement, avec Steve, Alexandre et notamment Émeric qui était chez nous il y a quelques jours pour justement annoncer cette dernière levée. Donc effectivement, eux, côté tech, c'est bonne maturité, bonne vision. Est-ce qu'il y a un personnage dans l'écosystème que tu aurais pu prendre en tant que mentor? Ah oui, un personnage que j'adore, c'est Guido van Rossum, je sais pas, le créateur de Python, Ok. qui est
je trouve ça assez exemplaire ce qu'il a fait sur. Moi, j'aime bien le développement, si tu veux, et même des notions d'élégance dans le développement. Et le langage Python, déjà à la base, est un langage qui est extrêmement élégant. Je ne vais pas comparer à d'autres, hein, mais qui est très bien fait, où tout est bien à sa place, tout est bien rangé. Et après, de voir via la communauté open source comment il a réussi à agréger ou à rassembler autour de ça, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est un langage qui est utilisé à tellement d'endroits. Enfin, je vois mon fils a une calculatrice open source dans laquelle il y a du Python à l'intérieur, mais que ce soit pour les data scientists, que ce soit aussi dans l'enseignement. Enfin, voilà, c'est aujourd'hui un des standards incontournables de la programmation. Et j'ai l'impression que ça ne fait qu'empirer. Parce après c'est peut-être moi à titre perso, mais je l'ai pas vu tout le temps et je le vois de plus en plus. Et les nouvelles générations développent en Python, font du Python à l'école. Ça c'est impressionnant. Exactement. Impressionnant. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré utile dans ta carrière? Oui, il y avait un des managers chez Orange m'avait sorti cette phrase quand il s'agissait d'analyser les demandes et les besoins de clients. Il m'a dit qu'il y a 3 choses très différentes. Il y a ce que les clients ont, ce que les clients veulent et ce dont les clients ont réellement besoin. Ok. Et ça m'a guidé dans toute ma carrière sur justement de ne pas forcément répondre à un client sur ce qu'il demande, mais si j'ai la conviction qu'un client a besoin d'autre chose, de quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'il demande, vraiment de pousser pour ce dont il a besoin et pas ce qu'il demande. Et typiquement, chez AWS, justement, c'est un des piliers quand on recrute des nouveaux architectes solutions, de leur expliquer que c'est vraiment ça le fondamental. C'est ça qui permet d'apporter le plus de valeur, qui est de par notre connaissance ou nos convictions, voilà, de les exprimer, surtout quand nous pensons qu'il y a peut-être une solution meilleure pour les clients. Ouais, ça demande un peu de temps, un peu de tact, un peu de communication. Et tu sais, j'ai beaucoup d'exemples où en fait, là, ce qu'on considère comme étant une meilleure solution, en plus, ça coûte moins cher. Eh ben oui, ok. Eh ben intéressant comme concept. Au niveau de tout cet univers dans lequel tu gravites, qui bouge quand même assez vite, parce que voilà, la tech, on parle du machine learning, de tous ces concepts. AWS est hyper transverse, donc doit être un peu au point sur l'ensemble des enjeux d'innovation tech. Comment tu fais à titre perso pour maintenir ta culture? Alors c'est sûr que si tu lis des working backwards et des narratifs toute la journée, je pense que tu dois découvrir pas mal de choses, mais il y a sûrement autre chose qui doit être accessible au grand public que tu peux consulter, des blogs, des newsletters, des events auxquels comment tu fais et qu'est-ce que tu recommandes pour être vraiment, pour maintenir cette culture tech à jour? Qu'est-ce que tu recommandes? C'est compliqué. J'ai pas de solution magique. J'ai pas de source privilégiée particulière. Après, j'ai la chance aussi de côtoyer effectivement dans mon quotidien, à la fois en interne et des clients qui sont très souvent à l'état de l'art en termes de technologie. Et tu sais, moi j'aime bien aussi rester très en contact avec la techno. Donc, je participe aussi à une ou deux communautés open source et ça aussi, c'est très, très formateur et très intéressant. Ok. Est-ce qu'il y a un bouquin, je sais pas si tu lis beaucoup, mais un bouquin pro ou perso qui t'a marqué, que tu nous recommanderais? Alors, c'est un grand classique hein, que je recommande, qui est peut-être un petit peu geek, mais c'est le guide du voyageur galactique de Scott Adams, qui est. Écoute, je l'ai même recommandé à des non-geeks qui ont adoré. Alors, il faut bien aimer l'humour britannique, mais si vous connaissez pas, c'est là que vous comprendrez d'où vient le nombre 42. Bon, ok. Et de l'école, notamment? De l'école, notamment, oui, tout à fait. Tout à fait. Bien, dans l'univers cloud ou ailleurs d'ailleurs, est-ce qu'il y a une techno ou un sujet qui pour toi va être le sujet de ces prochaines années, vraiment un truc qui va prendre de l'ampleur et auquel tu crois? Oui, pour moi, c'est le serverless. Okay. Alors ça existe déjà, si tu veux, mais ça continue à prendre de l'ampleur parce que ça n'est applicable que sur des nouvelles applications. L'idée étant que on vient sur un modèle où quand tu développes une application, tu t'occupes plus de l'infrastructure du tout. Tu mets ton code, tu mets tes données et c'est sécurisé, c'est élastique, c'est redondé sans t'en soucier. Et que tu aies besoin d'une requête par heure ou de 10 000 requêtes par seconde, peu importe. Tu t'en préoccupes pas. Tu t'en préoccupes pas. Et quelques exemples assez spectaculaires. Je pense à Terega. Terega, il transporte du gaz dans le sud-ouest de la France et ils ont redéveloppé leur frontal web avec intégralement en mode serverless. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant, ça leur coûtait aux alentours de 10 000 euros par mois d'hébergement.
est un hébergement standard pour une application web assez classique, avec des frontaux, base de données, load balancer. Enfin, tu peux imaginer toute l'infrastructure. Et ils ont migré sur AWS et en serverless, ça leur coûte largement moins de 100 € par mois. Okay. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas un site à grand trafic, si tu veux. C'est pas. Et donc du coup, pourquoi payer pour des serveurs qui finalement se tournent les pouces, attendent qu'il y ait des requêtes et finalement tu payes quand il n'y a pas de requêtes. Le serverless permet vraiment de renverser cette tendance. Et je terminerai, en fait, d'ailleurs, s'ils ont développé en serverless, c'était pour gagner en agilité. Toujours ce même thème. Ça a été la bonne surprise qui fait que ça coûtait aussi moins cher, mais ils l'ont pas du tout fait dans une optique de baisser les coûts, ils l'ont fait dans une optique d'agilité. Avec aussi un enjeu de la compétence qui est optimisé, parce que tu dois pas forcément maîtriser en interne un scope de compétences aussi large parce que tu peux le déléguer, quoi. Okay. Et dernière question en dehors d'Amazon que tu dois avoir en ton tel, mais est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone que tu recommanderais à tout le monde d'avoir ? Oui, alors je vais pas faire de favoritisme, je vais en donner 2, c'est Too Good To Go et Phoenix. Ok. Too Good To Go pour les produits sur le point d'être périmés dans ton... Ok. Enfin, Phoenix, c'est un petit peu. Je connaissais pas Phoenix. C'est l'équivalent. Hein, voilà, ils sont probablement en concurrence, on va le dire comme ça. Mais je trouve ça juste fabuleux. Bon, merci pour l'info. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me recommanderais d'inviter à ce micro, quelqu'un qui aurait un parcours tech inspirant ou dans l'innovation en règle générale que tu as pu croiser, que tu pourrais me recommander ? Oui, moi je te recommanderais bien Philippe Vimard. Il était CTO, maintenant il est CEO de Doctolib. Et il avait participé notamment à un événement qu'on avait fait à Station F. Et il avait fait une présentation sur le rôle du CTO. C'est dans une entreprise ou dans une start-up, c'était ultra inspirant. J'ai absolument adoré. Donc je ne sais pas si tu l'as déjà reçu. Eh ben non, on a déjà eu le VP Engineering de Doctolib. Mais en revanche, Philippe, non, c'est quelqu'un dont on a parlé d'ailleurs pas mal dans les pilotes parce que c'est quelqu'un qui a l'air d'être d'une envergure assez rare et qui a réussi à s'installer dans ce poste qui était pas évident parce que la boîte était déjà bien lancée, mais avec une vision et une inspiration qui embarque pas mal de monde. Donc je note au cas où. Merci beaucoup Stéphane pour ces échanges et pour tous ces insights. Merci. Passionnant, instructif. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien.